Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. On est réunis aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Alors, vous allez pouvoir vous présenter. En bas de l'écran, on a Simon. Simon, tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, même si on t'a beaucoup vu sur le combat de Lubrizol. Donc, Simon De Carvalho, je représente l'association des sinistrés de Lubrizol, association effectivement qui est en quête de la vérité concernant cette catastrophe. Et puis, on a également Bruno avec nous, qui est juste au-dessus, l'étage au-dessus. Alors voilà, ici Bruno Leclerc, président de l'association de l'Union des victimes de Lubrizol. Et si on s'est réunis cet après-midi, c'est pour faire notre petite réunion mensuelle. Là, aujourd'hui, à cause du coronavirus, on ne va pas pouvoir se réunir dans une salle pour débattre tous ensemble et évoquer un petit peu les points d'actualité dus au sinistre de Lubrizol et du combat pour lequel on se bat. Donc, on a décidé de faire une petite réunion via les webcams pour pouvoir mettre vous informer. Voilà. Voilà. Alors effectivement, c'est vrai. Alors moi, je suis le secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol. On a décidé de faire comme ça parce qu'en ce moment, effectivement, il est difficile de se rassembler. Et puis alors cet après-midi, on a décidé de vous parler tout particulièrement des pertes de récolte et des récoltes de ce que vous mangez, ni plus ni moins tous les jours, grâce aux agriculteurs qui nous nourrissent en ce moment. On est effectivement content de les avoir. Mais avec notre association, et Simon est au courant puisqu'il suit l'histoire depuis qu'on a été déposé une gerbe devant l'usine de Lubrizol, c'était au mois de janvier, on en avait déjà parlé à l'époque. La préfecture de Seine-Maritime, à la demande de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, a déclenché une action de dégrèvement de perte de récolte. Alors, un dégrèvement, pour être clair, selon la préfecture, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus, ce n'est pas une indemnisation, c'est un remboursement d'impôts. C'est-à-dire, il y a une taxe foncière pour chaque agriculteur qu'il paye tous les ans, un peu comme vous, si vous êtes propriétaire, vous payez une taxe foncière sur le foncier bâti. Un champ, une pâture, elle, est un foncier non bâti, donc on paye des impôts là-dessus, les agriculteurs en payent. Donc, le but de ce dégrèvement de perte de récolte, c'est de rembourser l'impôt pour aider les agriculteurs qui ont été sinistrés. Alors, il n'y en a pas eu chez les particuliers. Tu confirmes, Simon, les particuliers ont été des grands oubliés pour les jardins, etc. Pas eu de perte de récolte. Pour le moment, exactement. Pour le moment, il n'y a rien. Bruno, toi qui es aux alentours de Buchy, qui as un grand jardin aussi, pas d'indemnisation, quel qu'il soit, pas de dégrèvement. Pas d'indemnisation, pas de dégrèvement et on nous laisse un petit peu, nous, comment ça s'appelle, les particuliers, un petit peu comme ça dans l'oubli, quoi, hein, parce qu'on a aussi subi les retombées dessus autant que les agriculteurs. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que justement, de quoi tu parlais, Christophe, sur le dégrèvement sur l'impôt foncier non bâti, il s'agit bien d'un dégrèvement qui existe dans le texte de loi, mais qui ne marche que sur des catastrophes dites naturelles. Voilà. Alors Et justement, c'est pour ça qu'on a interpellé Monsieur le Préfet. On en a parlé d'ailleurs avec des agriculteurs. Je vais te poser la question, toi, Simon. Vois-tu la différence entre une grande marée et une marée noire? Alors, donc, effectivement, on a eu le temps, on a eu le temps d'en parler. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui nous est tombé dessus. On ne l'a pas demandé, hein, il n'y a rien de naturel là-dessus. Donc, ça nous a pollué. Donc maintenant, le tout est de savoir exactement à quelle hauteur on a été pollué, à quelle hauteur on doit être indemnisé. Pour le moment, il est clair que toute personne qui est indemnisée, il est trop tôt pour le savoir. Exactement ce qui nous est tombé dessus. C'est trop tôt. Nous, on a fait un travail sur les produits. Il nous manque énormément de substances. Juste pour les substances qu'on connaît, on sait qu'elles sont cancérigènes, on sait qu'elles sont mutagènes, on sait qu'elles créent de gros problèmes
sur la santé. Alors, pareil sur les prés, les aliments, les animaux, on parlait du blé, etc. Comment estimer aujourd'hui le préjudice? Pour le moment, c'est très compliqué. Ce qu'on sait, c'est que la façon comment est gérée par Lubrizol, et donc par le biais d'Expectra, qui est le sous-traitant, la façon comment ils indemnisent les entreprises, les indépendants, etc., c'est inadmissible, quoi. C'est vraiment. Alors d'autant plus qu'effectivement, le gros problème, c'est pour ça que je te posais la question, on peut faire le parallèle. Il y a les grandes marées et les marées noires. Un phénomène est 100% naturel, l'autre est 100% pas naturel, c'est-à-dire c'est une pollution. Il y a deux phénomènes, la pluie et une pluie d'hydrocarbures. Une pluie est un phénomène naturel, une pluie d'hydrocarbures est un phénomène qui n'est absolument pas naturel. Et alors, donc, une perte de récolte, un dégrèvement de perte de récolte, il y a trois clauses pour qu'elle soit effectivement, qu'il soit possible de l'accorder. Il faut surtout, déjà, la première clause, que ce soit un phénomène naturel. Et là, j'ai fouillé partout sur Internet. J'ai passé des heures. Je suis comme ça, j'aime bien me renseigner, j'aime bien savoir et tout. Et j'ai essayé de voir effectivement si en France, depuis qu'il y a des catastrophes technologiques, catastrophes industrielles, encore qu'on n'a pas eu le terme appliqué à Rouen, on se pose toujours la question, enfin on ne se pose pas la question, on nous a expliqué effectivement parce qu'il n'y avait pas eu de destruction de domicile, il n'y avait pas eu de mort, donc voilà, on n'a pas eu le statut. Mais bon, depuis qu'il y a des pollutions en France, je me suis rencardé, j'ai fouillé sur Google, j'ai mélangé les mots dans tous les sens pour essayer de voir apparaître un article comme quoi il y aurait eu déjà un dégrèvement d'impôts sur le foncier non bâti pour les agriculteurs suite à une pollution. Eh bien, vous allez découvrir une chose, c'est que c'est un grand cas de jurisprudence qui arrive à Rouen et donc sur le département et les Hauts-de-France, puisque c'est la première fois, vous entendez bien, la première fois que l'État rembourse des impôts à des agriculteurs pour les avoir souillés, même si il répète depuis le début que tout ça n'était pas toxique. Tu l'as bien dit, Simon, on sait que malheureusement, tout ça n'est pas tout clair. Ça reste une pollution. C'est la première fois qu'il y a un dégrèvement d'impôts suite à une pollution. Messieurs, d'ailleurs, les avocats, notez-le bien, cas de jurisprudence, c'est une grande première. Lubrizol est quand même la première entreprise à déclencher un dégrèvement d'impôts parce qu'ils ont pollué leurs voisins sur des centaines de kilomètres. C'est énorme ça, Bruno. C'est énorme, exactement. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Là, tu as évoqué un point et quand on parle d'incendie sur cet article, on parle d'incendie de cause naturelle, comme on peut avoir un incendie dans le sud de la France qui se déclenche en pleine sécheresse, en plein été. Et là, il y a un incendie, et là, c'est une catastrophe naturelle parce que l'incendie est parti de lui-même à cause de la chaleur. Là, on est sur un incendie d'usine. On n'est plus sur un incendie de forêt naturelle. Hein. Alors, tu parlais de l'article, hein, Alors, c'est difficile de se procurer l'article en entier, mais on le trouve. Et puis, d'ailleurs, on peut le mettre à disposition de qui veut. L'article 1398 du Code général des impôts, effectivement, est très clair. Donc, voilà. Phénomène naturel. On peut chercher, alors on vous parle de gelée, d'inondation, d'incendie, de grêle, de maladies type cryptogamique, type les maladies de la vigne, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut être d'ordre naturel. Mais à aucun moment dans cet article, on ne parle de pollution. Et alors, il doit être aussi, alors ça je le précise parce que Simon, ça va te faire sourire, ça doit être quelque chose d'imprévisible. Alors là, on va remettre en cause aussi sur le côté prévisible. Est-ce que selon toi, l'incendie de Lubrizol, Simon, d'après tout ce que tu sais sur l'affaire, selon toi, et selon, j'ai envie de dire, certains assureurs, est-ce que l'incendie de Lubrizol était un phénomène imprévisible? Ça, c'était un phénomène très prévisible, malheureusement. C'est-à-dire que même, tu te rends compte que même leur assureur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont dit non, c'est pas possible, il faut qu'on diffuse cette information où effectivement, les dirigeants de cette usine savaient très bien qu'ils étaient en train de faire des grosses conneries.
que la taille du stock, déjà par elle-même, plus de 9000 tonnes de produits toxiques qui étaient stockés chez le voisin qui n'était même pas aux normes pour pouvoir accepter cette marchandise, et aussi chez Lubrizol, un stockage externe si proche des habitations. De toute façon, on a bien vu avec l'ampleur de cet incendie et les dégâts qu'elle a causés sur une distance incroyable. Hein. On parle d'un panache énorme, je crois 23 km sur 6 km de large. Je veux dire, c'est une marée noire, effectivement, une marée noire qui est arrivée d'en haut. Et la gravité de cette pollution, on commence à la comprendre au fur et à mesure parce qu'on est en train de travailler, effectivement, mais cet effet cocktail, et là, nous, on a des craintes aussi avec cette histoire de coronavirus, c'est-à-dire qu'effectivement, on a bien vu que le problème Lubrizol a créé pas mal de problèmes de troubles respiratoires. Des gens qui étaient asthmatiques, qui ont eu leur cas aggravé, d'autres qui n'avaient plus de problèmes respiratoires et depuis Lubrizol, ils ont eu de nouveaux problèmes respiratoires. Donc, effectivement, on a des craintes là-dessus. Donc, on fait un travail de fond qui est long, mais qui est important, vraiment très important pour tout le monde. C'est-à-dire, tellement il y a eu sur cette histoire-là, je veux dire, il y a eu tellement de non-dits qu'on a compris que c'était à nous d'aller chercher ces vérités et surtout de bien faire attention à ce qui allait nous être proposé. Hein. Moi, je vois la façon comment c'est géré, c'est catastrophique, hein, vraiment. Celles et ceux qui signent, si jamais ils signent effectivement ces propositions d'Exetec, je veux dire, on va en parler effectivement avec Stéphane Barbier, notre avocat, dans une autre vidéo, parce qu'on a un cas bien concret parmi nos membres et on en parlait tout à l'heure tous les trois. Je pense ouais, qu'on va faire un appel à toutes celles et ceux qui auraient pu signer une indemnisation avec Exetec, qui est mandaté par Lubrizol, pour savoir s'ils sont satisfaits de l'indemnisation qu'on leur a proposée ou qu'ils ont peut-être accepté. On se rend compte à l'heure actuelle, le président de la FENVAC le disait hier, et ça, je pense qu'on va le reprendre, on en parlait ce matin, ce n'est pas un fonds de solidarité Lubrizol, c'est plus un fonds de mendicité qu'un fonds de solidarité. C'est juste hallucinant. Et justement, pour revenir justement sur le fonds de solidarité, Monsieur le préfet également dans son courrier justifie qu'effectivement la plupart des cultures, tout particulièrement autour de Rouen et sous le nuage, sont des modèles agricoles de polyculture et d'élevage. C'est-à-dire que les agriculteurs élèvent en général des bovins, ça peut être d'autres animaux, et font leur propre culture pour nourrir leurs animaux. Alors, il nous met comme ça que de toute façon, en effet, les produits vivants, pour certaines productions, ont subi une destruction pure et simple. Le lait, production végétale, c'est le cas des maraîchers qui, eux, ont réellement perdu leur récolte. Mais j'ai envie de dire, en ce qui concerne le lait et les œufs, Lubrizol, qui était censé offrir un fonds de solidarité pour payer le manque à gagner, qui a été avancé d'ailleurs par les fonds de solidarité laitiers, hein, en ce qui concerne le lait, c'est ces fonds de solidarité laitiers qui ont remboursé dans un premier temps les pertes de lait aux agriculteurs. On est curieux de savoir s'ils seront à nos côtés au tribunal lors du procès. Ça, c'est un grand mystère, puisque ça leur a coûté de l'argent, vraisemblablement. Mais si, entre guillemets, ils ne sont pas à côté, Lubrizol a-t-il remboursé le lait, les œufs, les fromages perdus? On est en droit de se poser la question. C'est pour ça qu'on va creuser un petit peu plus là-dessus. Comme tu as le droit de te poser la question sur le moyen terme et sur le long terme, quelles conséquences sur ton exploitation, sur mon exploitation, quelles conséquences? Est-ce que je peux recultiver? Bruno, parle-nous justement, parce que ça, on en a parlé avec certains agriculteurs. Y a-t-il eu perte de récolte? Est-ce que le maïs a été jeté? Est-ce que les betteraves, les pommes de terre, tout ça, est-ce qu'ils ont été jetés, Bruno, selon ce qu'on a pu entendre? Et d'ailleurs, selon une logique implacable. Selon toi, y a-t-il eu perte de récolte?
Alors, non, il n'y a pas eu perte de récolte parce que les récoltes ont été consignées et la consigne a été levée le 14 octobre 2019. Donc, les cultures qui ont été consignées, celles qui étaient périssables, celles des maraîchers, bien Ça, entendu, c'est avec les légumes qui avaient été cueillis, qui étaient arrivés à maturation et qui, eux, ont été obligés d'être jetés. Donc là, oui, pour les maraîchers, il y a bien eu perte de récolte. Par contre, pour les agriculteurs, ils ont perdu leur lait qu'ils ont été obligés de jeter parce que c'était consigné ainsi que les œufs. Mais par contre, à partir du 14 octobre, on nous a dit il n'y a rien, il n'y a rien de dangereux, vous pouvez remettre tout ça en service. Et aujourd'hui, on est en plein hiver, enfin, on sort de l'hiver, hein, on est au printemps. Alors, alors, Vache, euh, alors, on a Bruno, encore une liste qui a été souillée. Voilà. tu disais, il n'y a rien de dangereux. On va quand même rappeler des préconisations de l'ARS. Pourquoi les maraîchers ont-ils dû jeter leurs légumes? Parce que tout légume souillé par la suie visible Ouais. devait être jeté et non consommé. On a vu des champs de maïs. Est-ce que tu avais l'impression, toi, Bruno, que le maïs, visuellement, était pollué? Alors, en passant en voiture à côté, non, mais par contre, moi, j'ai vu des reportages le lendemain de l'incendie du Brésil. Vous pourrez regarder, c'était une source M6. Je pense qu'il doit y avoir des replays qui sont possibles de voir. C'est un agriculteur de Préau qui était avec un journaliste de M6 dans son champ et il faisait bien voir le maïs, il ruisselait de noir, quoi. Donc, le maïs, il était dans le même état que les légumes des maraîchers, que les maraîchers ont été obligés de jeter parce que impropre à la consommation. Et Sauf alors, que, donc, on parlait, le préfet nous parle de polyculture, élevage. Simon, à ton avis, toi, qu'est-ce qu'il est devenu, ce maïs? Bah, écoute, s'ils l'ont pas jeté, et à mon avis, ils l'ont pas jeté, hein, parce que ça représente beaucoup d'argent, eh ben, ils vont le donner à bouffer aux bêtes. Normal, c'est leur Normal, métier. hein. C'est leur, Exactement. c'est leur Donc, métier. les bêtes vont manger tous ces produits chimiques, là, tous ces produits toxiques, et ça va partir ensuite dans nos assiettes. Voilà. Il nous a Donc, parlé, monsieur le préfet nous parle aussi gentiment des herbages. Effectivement, les herbages, il estime qu'il y a une perte de récolte dans les herbages, effectivement, puisque les vaches ont été, elles aussi, rentrées jusqu'au 14 octobre. Et les agriculteurs ont été obligés de donner du fourrage aux bêtes qui étaient à l'étable et que c'était considéré comme une perte de récolte. Là encore, j'ai envie de dire dans les herbages, effectivement, à part le foin que ça leur a coûté, là aussi, qui aurait dû être remboursé par Lubrizol, on est bien d'accord, mis à part le foin, effectivement, qui a été donné aux bêtes en contrepartie de l'herbe qu'ils ont mangé dans le foin, à partir du 14 octobre, qu'est-ce qu'elles ont fait, les vaches, Bruno? bah, à partir du 14 octobre et même avant, hein, parce que il faut savoir, c'est que tous les agriculteurs, tous les éleveurs de bovins n'ont pas la place de rentrer tout leur bétail dans leur bâtiment, parce qu'il y a ce qu'on appelle les bétons, hein, c'est des bœufs qui sont eux prévus pour rester été comme hiver dehors au près. C'est des races de vaches à viande comme ça. Et elles, ils restaient dehors et ils ont mangé l'herbe. Et après le 14 octobre, les vaches sont ressorties dans les prairies. Et j'ai pas vu personne venir nettoyer ou couper l'herbe, l'emmagasiner, l'emmener en destruction ou quoi que ce soit. Les vaches ont profité de l'herbe polluée. Voilà. Et dis donc, parce que le préfet va nous dire, oui, mais il y a aussi tous les champs, effectivement, qui n'étaient pas occupés par les vaches. Alors, ils ont été pollués, le mérite, dégrèvement et tout. Les champs qui, effectivement, ne sont pas occupés par des bovins, parfois on fait du foin à l'intérieur. Le foin, il sera récolté au printemps ou pas? Je pense que oui, oui. Mais après, il ne faut pas en vouloir à nos agriculteurs Du parce que tout, des du fois, tout, du tout. on connaît leur situation financière, le mal qu'ils ont à joindre les deux bouts en fin de mois. C'est vraiment une profession qui est difficile. C'est des gens qui ont le mérite de se lever de bonne heure le matin pour nourrir la France. Et là, on s'aperçoit que finalement, ils sont restés comme ça, tout seuls. Et bah, c'est vrai que pas le choix, pas un autre choix que de donner à manger que ce qu'ils avaient, parce que Pas le choix. financièrement, déjà, ils n'arrivent pas à sortir un salaire. C'est pas pour aller racheter des millions de nourriture
sans qu'une usine qui prend le feu, comme Lubrizol et comme ça a été le cas, dise attendez, messieurs les agriculteurs, et je ne comprends même pas pourquoi le ministre de l'Agriculture n'est pas rentré un petit peu plus les pieds dans le plat pour justement voir ça avec eux, en disant attendez, nous, là, les vaches, ils vont aller manger du foin, du maïs et tout ça. Il va falloir mettre la main à la poche parce qu'il va falloir faire venir du fourrage qui vient d'ailleurs, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Et si on suit les recommandations de l'ARS, il est interdit de manger quelque chose qui a été souillé. Alors là, on est un petit peu en colère à cause de ça, quoi. Voilà. Alors, effectivement, on est en colère, mais comme tu disais, on ne va pas remettre en cause, on ne va pas demander le remboursement de la perte de récolte. On estime même que les agriculteurs, comme les particuliers d'ailleurs, qui ont été pollués, ça reste une pollution. On a beau nous dire qu'effectivement, c'est en dessous des bruits de fond, déverser des hydrocarbures dans des champs, dans des herbages, dans des jardins, ce n'est pas quelque chose de naturel. Non, monsieur le préfet, ça on insistera toujours sur le fait que ça n'a rien de naturel. On ne demande pas le remboursement effectivement de ce dégrèvement qui a coûté quand même une bagatelle d'environ 2 millions d'euros. Mediapart et le Poulpe en ont parlé. Mais depuis le début, un petit peu comme toi, Simon, avec l'ASL, on demanderait juste que la préfecture, qui représente l'État en l'occurrence, soit aux côtés des victimes. Et nous, on a posé une question très simple à monsieur le préfet. On a dit, ce n'est pas une indemnisation, il nous l'a rabâché en long, en large, en travers. Alors, la frontière est très fine parce que, OK, on n'indemnise pas, c'est-à-dire on ne prend pas de l'argent pour vous le donner, on vous redonne l'argent. Mais cet argent devait servir à faire plein d'autres choses dans notre département. Donc, c'est un manque à gagner pour l'impôt français. Donc, c'est exactement la même caisse. On joue sur le mot, mais quoi qu'il arrive, l'argent n'est plus dans les caisses de la Seine-Maritime, donc de l'État. Qu'est-ce qu'on demandait, Bruno? On ne demandait pas le remboursement. La question, on l'a envoyée au Premier ministre. On attend toujours une réponse. Il est très occupé en ce moment. À la limite, on peut le comprendre. Mais à monsieur le préfet, à plusieurs reprises, on l'a évoqué dans la presse. Qu'est-ce qu'on demande depuis le début que la préfecture? Qu'est-ce qu'on leur demande juste? Depuis le début, notre association demande à ce que le pollueur soit le payeur. Et là, en l'occurrence, le payeur reste les agriculteurs eux-mêmes, quoi, finalement. Ça veut dire qu'ils récupèrent, on leur redonne leur argent qu'ils avaient versé pour se faire indemniser d'une pollution des deux usines, hein, parce qu'il n'y a pas que Lubrizol, hein, il y a aussi Normandie Logistique qu'il faut aussi mettre aussi avec eux. Et nous, ce qu'on demande à monsieur le préfet, et on a écrit aussi dans le même sens au Premier ministre, c'est que l'État demande le remboursement de ces 2 millions d'euros qui ont été versés aux agriculteurs, qu'il le redemande à Lubrizol de les rembourser. Lors du procès, Simon, tu es d'accord avec moi, on a l'impression depuis le début, tu as échangé énormément de courriers avec ton association, nous en avons échangé, Respire également. On a vraiment l'impression depuis le début, et je pense que ce n'est pas malheureusement qu'une impression, on aimerait voir l'État à côté des victimes, mais pas sans arrêt à protéger l'industriel. Ce n'est pas compliqué, monsieur le préfet, de nous dire oui, OK, le dégrèvement, par rapport au texte de loi, vous comprenez, c'était normal de dégréver les agriculteurs, on le comprend très bien. À nos yeux, ils n'ont pas eu assez. Mais de dire, écoutez, rassurez-vous, Simon, Bruno, Christophe, rassurez-vous, de toute façon, nous avons l'intention lors du procès de demander des comptes et de demander des remboursements à Lubrizol et à Normandie Logistique. C'est tout ce qu'on demande d'entendre. Tu es d'accord avec moi, Simon? Alors, exactement. C'est-à-dire que pollueur-payeur, c'est tout simple. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est facile à comprendre. Tu pollues, tu payes. Voilà. Maintenant, il faut effectivement un État, comment dirais-je, transparent pour pouvoir évaluer ce préjudice. Voilà, tu ne peux pas laisser le total feu vert à cette entreprise. C'est-à-dire que cette entreprise, c'est elle qui décide comment elle indemnise, c'est elle qui décide comment elle dépollue, c'est elle qui décide de tout.
Alors que l'État, lui, finalement, écoute, plusieurs ministres sont venus, ils ont discuté, mais rien n'en est sorti, à part une demande de la transparence, parce que la population est sortie dans la rue et parce qu'on voulait absolument savoir la vérité, et que forcément, il y avait beaucoup de colère et qu'il fallait la calmer, cette colère. Donc, on a eu cette fameuse liste qui en réalité n'en est pas une. Hein. Il manque énormément de substances. Donc, j'insiste vraiment sur ce fait, mais c'est dans un but d'obtenir la transparence et de savoir exactement ce qui nous est tombé sur la tête. Il est clair que depuis le début, l'État, par le biais de ses ministres, a défendu l'usine, n'était pas du tout à côté de ses concitoyens. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans cette bagarre. Hein. Même les élus ne se mouillent pas. En tout cas, par chez nous, ils ne se mouillent pas tant que ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils se satisfassent de la reprise de l'usine. En tout cas, ils sont absents. Alors qu'en ce moment même, pendant le confinement, il y a des gens qui souffrent, qui subissent l'odeur constante de cette usine, c'est-à-dire que vous agitez confinement, impossible de sortir au-delà d'un kilomètre du domicile, seulement 1 heure dans la journée, tu ne peux pas ouvrir les fenêtres, tu ne peux pas profiter de l'air, profiter du beau temps, parce que il y a encore ces odeurs d'hydrocarbures, de produits toxiques qui sont là, qui se dégagent de cette usine. Et c'est malheureux de se dire qu'on est 7 mois après la catastrophe et il y a encore des victimes, il y a encore des gens qui subissent. Et Simon, effectivement, par rapport au courrier que vous aviez envoyé il y a un peu plus d'une semaine maintenant, par rapport au confinement, effectivement, des riverains, on parle vraiment des riverains proches de l'usine, qui étaient confinés, fenêtres fermées, parce que c'est juste insupportable. Je t'avais prédit la réponse de monsieur le préfet, que nous avons eu d'ailleurs en direct sur RT. Je t'avais dit, tu vas voir qu'il va y avoir une pirouette pour expliquer à ces riverains que, OK, on les confine, on ne va pas leur donner l'autorisation d'aller plus loin ou déménager ailleurs, parce que si Lubrizol fait ça pendant le confinement, c'est pour le bien de tous. C'est exactement ce qu'il a dit de façon détournée, disant, mais écoutez, de toute façon, il vaut mieux le faire maintenant, parce qu'après, il fera plus chaud et ce sera pire. Donc, à chaque fois, et c'est lancinant et c'est rébarbatif, Bruno, tu es d'accord avec moi, à chaque fois, la réponse est la même. Et dans les courriers qu'on a échangés, c'est pour ça qu'on arrête d'ailleurs le courrier par rapport aux pertes de récolte, on a bien compris que ça ne servait à rien. La réponse est toujours la même. Écoutez, de toute façon, on fait tout ce qu'il faut. Je ne sais même pas pourquoi vous vous plaignez, c'est formidable. Donc, au bout d'un moment, on aimerait avoir une réponse de monsieur Pierre-André Durand qui aille un petit peu dans le sens des victimes, ceux qui ont été pollués, ceux qui ont eu des hydrocarbures dans les jardins, dans les champs, partout, et qu'on ne dise pas sans arrêt, qu'on trouve des parades là, sur le courrier. Il nous a parlé de 2 alertes sécheresse, une le 23 août, et puis une, comme par hasard, le 14 octobre, le jour où on a remis en vente les produits qui étaient consignés. Je veux dire, on essaie de se rattraper aux branches, on donne ça au chef de cabinet en disant… On fait disparaître les preuves. On a un courrier embarrassant, il faudrait trouver une parade pour répondre. Non, soyons honnêtes. Écoutez, on a remboursé, vous ne trouvez pas ça bizarre? Non. Hein, Bruno, Simon, on a dégrévé les agriculteurs. Très bien. On aurait certainement fait la même chose. Par contre, admettre, dire juste, voilà, vous inquiétez pas, on va demander un remboursement. Et ça, on ne l'a jamais. Ne vous inquiétez pas, les riverains sont dans les mauvaises odeurs, ils sont consignés chez eux, mais ne vous inquiétez pas, ils auront des pertes d'anxiété qui seront payées et remboursées par l'industriel qui est le pollueur. Ça, jamais on ne l'entend. Et non, tu l'entendras. Effectivement, tu as bien compris que l'État fait trop confiance à l'industriel, qu'il a oublié qu'il avait un rôle d'arbitre aussi, c'est-à-dire qu'il peut effectivement donner feu vert à l'industriel pour indemniser, pour dépolluer, bien évidemment, c'est son rôle, mais il doit surveiller aussi. Et il n'y a aucun contrôle. Voilà, l'État s'est complètement désengagé. Pour lui, problème réglé. C'est-à-dire que si nous, la population, on n'est pas derrière pour faire remonter les problèmes, tout ce qui ne va pas, et d'insister, hein, vraiment. Voilà, il ne faut pas seulement le dire, il faut faire plein de choses, il faut s'activer. De toute façon, cette histoire, elle serait déjà enfouie depuis longtemps. Voilà.
Voilà ce qu'on avait. Bruno, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je voudrais rajouter quelque chose. J'aimerais bien. Alors, je ne fais pas de politique du tout. Je suis pour aucun parti politique. On le rappelle encore une fois dans la vidéo parce qu'il y a des gens qui nous mettent des étiquettes dans le dos, alors qu'on ne fait ça dans aucun cas pour de la politique ou quoi que ce soit. Voilà. Mais ce que je m'aperçois, c'est qu'avec la crise du Covid-19 qu'on subit en ce moment, j'ai un peu l'impression de revivre un petit peu le scénario de septembre 2019. Ça veut dire qu'on a un État qui ne sait pas gérer les crises, tout simplement, qui ne sait pas prendre les choses en main. On nous dit au début du Covid que les masques, ça ne sert à rien, que finalement, voilà, on n'en a pas besoin. Que on apprend par la suite, avec le temps, que c'est parce qu'on n'a pas de masque, tout simplement, parce qu'on a eu une autre politique et après, c'est un autre. Mais et là, aujourd'hui, on peut des confinements et on va nous obliger à porter le masque parce qu'on vient d'apprendre que le masque est obligatoire. Et là, j'aimerais bien que les gens qui sont inscrits dans les groupes que prennent conscience de cette actualité qu'on est en train de vivre en ce moment sur comment l'État gère les catastrophes. Et, voilà, ils nous disent un coup c'est rouge, un coup c'est bleu, ils ne savent pas. Et l'État prenne un petit peu les choses en main et disent non, voilà, il y a vraiment eu pollution, on s'en fiche de savoir comment ça a commencé. On est quand même 7 mois après, on ne sait toujours pas d'où est parti l'incendie. Il ne faut toujours pas l'oublier. Hein. Les gens ont oublié, j'ai l'impression, mais on ne sait toujours pas d'où est parti le feu. Hein. Et ce qui serait très bien, c'est que l'État dise là aussi qu'il y a eu de la pollution, c'est malheureux, mais il va falloir rembourser. Il va falloir que parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que demain, si nous, on fait brûler un pneu dans notre cour et que le voisin va porter plainte et là, on va pouvoir payer. Alors, je ne comprends pas pourquoi un industriel comme le va payer les retombées de sa pollution. Voilà ce que j'avais à dire, mon petit coup de gueule. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore, ma caméra apparemment ça a figé, c'est pas grave. Donc voilà, effectivement, ce qu'on avait à dire sur les pertes de récolte, on ne se fait pas trop d'illusions. Par contre, on continuera à le crier haut et fort à la presse, pollueur-payeur, Lubrizol, Normandie Logistique, c'est faux. Sur beaucoup de choses, ça aura été vos impôts, ce sont vos impôts. Et ça, c'est juste une réalité. Et on espère que lors du procès, il y aura justice. Et aussi, une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'effectivement, de porter plainte, de déposer plainte, hein, c'est toujours possible. Et aussi à titre individuel aussi. Hein. Il y a certes l'entreprise, l'exploitation, mais il y a aussi à titre individuel. On peut aussi, voilà, il ne faut pas hésiter. Hein. Plus il y en aura, plus on pèsera et moins ils pourront cacher cette histoire. Voilà. Exactement. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Tout ça va être diffusé sur nos pages. Je pense que c'était intéressant et ça va permettre d'ouvrir un petit peu les yeux à beaucoup de gens qui se posent encore quelques questions. Merci à toi, Simon. Merci, Bruno. Moi, je tiens à dire à monsieur le préfet que la deuxième réponse qu'il nous a fait, elle ne me convient pas du tout. Hein. De toute façon, je pense qu'il va recevoir une troisième lettre de notre part et il va falloir qu'il s'explique là, sur ce coup-là, mais qu'il ne nous sorte pas des phrases insensées comme il vient de le faire dans ce courrier. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous tous et puis on va continuer notre combat malgré le confinement et je vous souhaite à tous du courage pour finir cette épreuve de confinement que nous sommes en train de vivre. Merci, salut à tous.